Tu restes là au milieu des cris, serrant ton fusil comme si c'était la seule chose qui pouvait encore garder le monde en place. Je pense que la pire chose que j'ai vue s'est passée en Haïti. Le dire à voix haute me donne presque l'impression de me libérer un peu. J'étais dans l'infanterie des marines de 2006 à 2010. J'ai fait l'Irak en 2007 et 2008. J'ai vu la mort, la destruction, le visage déformé de l'humanité derrière sa façade polie. Pourtant ce n'est pas l'Irak qui est la blessure qui continue de brûler. Nous venions de rentrer de la deuxième mission quand le tremblement de terre a frappé. Nous sommes partis là-bas pour 3 mois. Nos premières semaines se sont déroulées dans un champ où nous aidions la région de Léogane, si je me souviens bien. Les agriculteurs avaient souffert eux aussi, ils avaient leurs morts et leurs maisons écroulées, mais ils avaient de la nourriture. Ils nous échangeaient de la canne à sucre et des bouteilles de coca en verre contre un peu d'argent. À ce moment-là nous avions l'impression d'être utiles. Ensuite nous sommes allés dans une plus grande ville. Il y avait une odeur douce et moite, légèrement métallique comme du sang, mais pas une odeur qui me répugnait complètement. Nous étions dans la cour d'une école protégée par des murs. Le long du mur du fond, il y avait des corps empilés les uns sur les autres, recouverts de gravats pour servir de sépulture sommaire. Il y avait un corps enveloppé dans une bâche juste devant la porte où nous distribuions le riz. Un pied dépassait. Je l'ai vu chaque jour pendant 1 mois. Les gens autour ne semblaient pas y prêter attention. Ils se contentaient d'attendre en ligne chaque jour pour recevoir du riz et survivre. Parfois ils se pressaient trop contre les grilles et nous devions les repousser avec des boucliers et des matraques anti-émeutes. Un homme est venu me faire face en criant et en me montrant 2 doigts de chaque côté de sa gorge comme un signe. Il m'a poussé alors je lui ai planté le poing, protégé par mes gants à renfort, dans l'œil. Il avait une femme et des enfants derrière lui, tous peau et os. Nous ne comprenions pas pourquoi il n'arrivait pas à obtenir de la nourriture. Au final nous avons appris que le maire de la ville recevait des tickets alimentaires qu'il était censé remettre aux plus démunis. Les gens devaient nous les donner pour recevoir un sac de riz. Ce salaud avait décidé d'en profiter en les vendant. Seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient obtenir notre nourriture soi-disant gratuite. Nous étions en équipement complet à gérer des émeutes de la faim, à recevoir des tirs isolés la nuit, et à frapper des gens parce que ce parasite vendait des tickets pour s'enrichir. Le nombre de personnes affamées augmentait. Elles mouraient littéralement sous nos yeux avec l'odeur de la mort autour de nous, tout ça pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Nous avons fini par donner nos propres rations MRE pour les nourrir. Quand quelqu'un recevait un don, les autres le frappaient pour le voler. Ils piétinaient des enfants, frappaient des grands-mères pour manger. Ils ont essayé de lapider une jeune fille parce qu'ils pensaient qu'elle avait fait de la sorcellerie et capturé l'âme de ses parents morts pour rester en vie. Je pensais avoir déjà vu la dépravation mais observer jour après jour des gens mourir de faim dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ils se transformaient en bêtes affamées. Des animaux. Cela me hante encore. Voici l'histoire que m'a racontée mon grand-père qui a servi dans la RAF, la Royal Australian Air Force, comme pilote d'hélicoptère. Il a combattu pendant la guerre du Vietnam car il venait tout juste de s'engager quand le conflit a commencé. Il pilotait un hélicoptère Iroquois. Il livrait des fournitures à longtemps lorsque la bataille a eu lieu et il est allé en apporter aux soldats qui se battaient. Des années plus tard, il y a environ 12 ans, il est retourné sur le site pendant un voyage au Vietnam. Il a dit que dès qu'il s'est approché à 1 mile de la zone où la bataille s'était déroulée, il a entendu le combat comme s'il y était de nouveau. Il entendait les indicatifs radio et les cris des soldats blessés. À un moment, lorsqu'il était près de l'endroit où se trouvait le groupe principal d'Australiens, il a raconté avoir entendu la voix d'un soldat qu'il connaissait très bien parler à la radio. Il a continué d'avancer vers l'endroit précis de la bataille et il a dit que lorsqu'il y est arrivé il entendait les buissons bouger comme si les Vietcong étaient juste là autour de lui en train de se déplacer. Mon grand-père n'est pas un homme superstitieux mais il avait l'impression que les esprits de ceux qui étaient morts continuaient à revivre cette bataille jour après jour. Il parle très rarement de ce qu'il a vécu pendant la guerre du Vietnam.
Des morts partout, des adultes, des enfants, et l'obligation d'aller examiner les corps pour vérifier si ceux que tu as abattus sont réellement hors d'état de nuire. L'odeur de la mort s'accroche à la peau et aux vêtements. Certains endroits sentent tellement mauvais que tu as l'impression de marcher dans un nuage de pourriture qui ne te quittera jamais. Avec le temps, tu finis presque par t'habituer à cette horreur, ou du moins tu apprends à respirer moins fort pour ne pas vomir. En réalité, rien ne rend ces scènes plus supportables. Tu marches entre les décombres en priant pour ne pas reconnaître un visage, en espérant que ce que tu vois n'aura pas assez de place dans ta mémoire pour te hanter la nuit. Un jour, tu observes un policier irakien tirer sur un gamin sans comprendre pourquoi. Le geste est rapide, brutal, et tu restes figé pendant quelques secondes. Le gamin tombe en arrière, ses mains encore levées comme s'il demandait une chance supplémentaire. Personne ne dit rien. Les soldats autour de toi continuent d'avancer et le policier se contente de remettre son arme en bandoulière avant de repartir comme si rien ne s'était passé. Tu veux crier, tu veux demander une explication, mais tu sens déjà que rien n'aura de sens. Le policier t'adresse un regard vide, un regard qui semble dire que tout est normal ici, et tu ressens cette impression d'être piégé dans un endroit où les règles changent chaque heure. Tu continues ta route car tu n'as pas le choix, avec cette sensation d'impuissance qui te colle à la gorge. Le Moyen-Orient est un chaos permanent. Tu penses parfois que la folie de cette guerre dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer avant d'y mettre les pieds. Et chaque fois que tu crois avoir vu le pire, quelque chose d'autre surgit pour te prouver que la limite est encore plus loin. Tu avances malgré tout, parce que rester immobile serait laisser ton esprit s'effondrer. Il y a 20 ans, j'étais dans un petit camp de l'armée près d'Uijeongbu en Corée du Sud. La ville se trouve au nord de Séoul mais assez loin de la DMZ pour que je me dise qu'on aurait un certain avertissement si le nord attaquait. Au moins le temps de sauter dans le 1V et d'appliquer le plan prévu. Une nuit, je me trouvais sur l'aérodrome et au lieu de la ligne d'horizon d'Uijeongbu que j'avais l'habitude de voir à une vingtaine de kilomètres, je ne voyais qu'une lueur orange comme si la ville était dévorée par les flammes. Je me souviens avoir vu des colonnes de fumée et des éclairs de lumière que j'ai pris pour des explosions dans et autour de la ville. J'ai vraiment cru que les Nord-Coréens envahissaient. Je pensais qu'Uijeongbu brûlait. Je suis rentré au bureau en courant et j'ai dit à la chef de car qu'Uijeongbu était attaqué. J'ai commencé à passer en revue les choses que nous devions faire et je me demandais si le 1V avait assez d'essence et tout le reste dont j'étais censé m'occuper. Je paniquais complètement mais j'essayais de rester concentré sur la procédure comme on nous l'avait appris. La superviseure m'a alors demandé de sortir avec elle pour lui montrer ce que j'avais vu mais évidemment quand on est sorti, plus rien. La nuit était sombre et étoilée, le ciel dégagé et les lumières de la ville étaient toujours là au loin. J'avais l'impression de devenir fou. Je ne prenais pas de drogue, les gardes étaient de nuit mais pas assez longues pour que ce soit un manque de sommeil. J'étais habitué au rythme. L'ambiance était tendue mais j'aimais la Corée et je passais de bons moments pendant mes jours de repos. Je n'étais obsédé ni par la guerre ni par rien de ce genre. Je n'étais pas non plus quelqu'un sujet aux hallucinations. Et je sais que ce que j'ai vu n'était pas du brouillard ou de la brume cachant les lumières de la ville. J'ai cru voir la destruction d'Uijeongbu. Ça ressemblait à une scène de guerre. Je ne sais vraiment pas ce que c'était. Sur le plan du combat, voir un camarade mourir sous mes yeux laisse une trace qui ne s'efface jamais. Après le choc immédiat vient la tâche que je redoute plus que tout, nettoyer derrière. Je me retrouve à ramasser des morceaux de corps de gars de mon unité, des hommes avec qui je riais la veille, et chaque geste me semble irréel. J'observe quelqu'un nettoyer l'intérieur d'un véhicule avec un jet à haute pression. Le sang, les fragments, tout disparaît progressivement, mais moi je reste là, incapable d'accepter que ce que je vois était un être humain quelques heures plus tôt. Je répète leurs noms dans ma tête comme pour m'assurer qu'ils ne disparaîtront pas aussi facilement. Joy Tessam 2, Rush Jenkins, Cody Carvey, Daniel McCall. Je les revois comme si je pouvais encore leur parler. Du côté des choses tristes, il y avait ces enfants qui se battaient pour un MRE. Au début je pouvais presque en rire, parce que les garçons se bousculaient comme dans des jeux de cours de récréation et on aurait dit qu'ils jouaient à capture du drapeau.
Mais dès que je me rappelais qu'ils se battaient pour manger quelque chose de correct pour une fois, mon amusement s'effondrait. Je me surprenais à me demander comment faire plus, comment aider davantage, même si je savais que je ne pouvais pas réparer leur quotidien. Je voyais aussi comment les petites filles étaient traitées comme des citoyennes de seconde zone. Elles marchaient toujours 2 pas derrière, ne parlaient presque jamais et leurs yeux semblaient habitués à accepter l'injustice sans protester. Puis il y avait le sort réservé aux personnes atteintes de troubles mentaux. Certains habitants les traitaient comme si leur vie ne valait rien. Un jour, j'ai vu les policiers attacher un homme mentalement déficient à un lampadaire parce qu'il les dérangeait ou parce qu'ils trouvaient ça amusant. Je suis resté planté là à me demander comment un être humain pouvait rire de ça. J'ai fini par comprendre à quel point tout cela n'avait rien de normal. Le 4 juillet 2007, je mangeais du steak et des crevettes dehors avec mon peloton. Les Apaches passaient au-dessus de nos têtes et lançaient roquettes et rafales de canon de 30. Personne ne sursautait, personne ne levait même les yeux. Je regardais mon assiette puis les autres gars, et je me disais que si une scène pareille se produisait chez nous, les gens paniqueraient instantanément. Mon unité a été envoyée en Allemagne à la fin de 2014 pour un entraînement de l'OTAN en réponse à toute l'histoire entre la Russie et l'Ukraine concernant la Crimée. Nous avons pu travailler aux côtés de nombreuses armées européennes. C'était vraiment génial. Mais certains d'entre eux étaient complètement fous. Les douches du camp étaient comme celles de l'instruction de base, une grande pièce ouverte. On avait tous déjà vu l'anatomie des autres donc on y allait en groupe pour éviter que certains Européens un peu étranges ou dérangés ne viennent nous embêter. Ça marchait la plupart du temps mais un jour un Arménien est entré. Il est allé au centre des douches, s'est accroupi et a lâché une énorme crotte. Ensuite il s'est relevé, en a pris une poignée, l'a lancée au plafond et a étalé le reste avec ses pieds. Un ami à moi, d'un autre peloton, m'a raconté qu'il urinait quand un groupe d'Arméniens l'avait encerclé. Il a terminé, a rangé son truc et ils l'ont laissé partir. Dès qu'il les a dépassés, ils se sont mis à cracher au sol et à piétiner l'endroit où ils se trouvaient. Cela en est arrivé au point où mon commandant a dû en parler pendant la formation. En gros, il a dit que si quelque chose comme ça se produisait à nouveau, il fallait en informer les sous-officiers et les officiers. À force, on a commencé à penser qu'ils prenaient plaisir à nous provoquer, nous les Américains. Yori, tu as perdu au tirage. Va chier dans les douches et balance tout ça au plafond. Trouve un truc en plus pendant que tu y es. D'autres gars de mon unité ont raconté d'autres histoires folles à propos des Arméniens et d'autres Européens barjots mais je ne m'en souviens pas très bien. Je ne veux pas viser les Arméniens en particulier mais ce sont les 2 histoires dont je me rappelle clairement. J'ai servi sur un navire militaire d'attaque pendant 3 ans. Parmi mes premiers souvenirs en mer, il y en a un que je n'ai jamais oublié. Il était environ 4 heures du matin, la nuit était profonde et silencieuse. Je venais de terminer une garde épuisante et avant d'aller dormir, j'ai décidé de sortir sur l'un des ponts extérieurs pour respirer un peu d'air frais. À cette heure-là, tout semblait figé, le moteur ronronnait doucement sous mes pieds et la mer glissait dans une obscurité presque parfaite. Je me suis approché du bastingage et j'ai regardé l'eau sans penser à rien. Puis j'ai vu le visage de ma grand-mère apparaître à la surface. Elle était très malade depuis longtemps et toute la famille savait que c'était une question de temps avant que la fin arrive. Pourtant la voir là devant moi au milieu de la mer m'a coupé le souffle. Je n'ai pas eu peur. J'ai simplement senti une profonde tristesse m'envahir. J'ai pensé qu'elle venait me dire au revoir. Son visage semblait éclairé par une lumière que je ne pouvais pas expliquer. Elle me regardait avec la même douceur que lorsqu'elle me parlait enfant. Je l'ai vue lever la main dans un geste lent et familier et un léger sourire a traversé ses lèvres avant qu'elle ne disparaisse peu à peu comme si elle glissait sous l'eau. Je suis resté immobile un moment à fixer la mer pour essayer de comprendre ce que je venais de voir. Puis je suis retourné à l'intérieur du navire avec un calme étrange, comme si quelque chose en moi avait accepté l'évidence sans avoir besoin d'explication. Je suis allé me coucher et la fatigue m'a emporté presque immédiatement. 2 jours plus tard, nous sommes revenus au port et on a enfin pu rallumer nos téléphones.
J'ai appelé mon père pour lui dire que j'allais bien et il m'a annoncé que ma grand-mère était décédée. Il m'a dit que c'était arrivé autour de 4 heures du matin 2 jours plus tôt. J'ai senti un long frisson me traverser et je n'ai pas prononcé un mot pendant plusieurs secondes. Tout s'emboîtait parfaitement et pourtant rien n'avait de sens. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne jusqu'ici et chaque fois que j'y repense je revois la mer Noire, le silence du navire et ce visage familier qui semblait venir me dire adieu une dernière fois. Quand j'étais en poste à Pearl Harbor et que je terminais ma tournée en tant qu'officier de service, je retournais à mon bureau vers 23 heures pour récupérer quelques dossiers. Je connaissais parfaitement l'agencement de l'étage qui était en espace ouvert donc la seule lumière allumée était tout au fond. À mi-chemin à travers l'étage plongé dans le noir, j'ai entendu ce qui ressemblait au bruit d'une vieille machine à écrire et quelqu'un qui parlait, mais pas assez fort ni assez distinctement pour comprendre ce qui était dit. Tous les poils de mon corps se sont dressés et je suis ressorti aussitôt. Le lendemain j'en parlais à l'une des tantées qui travaillait dans mon service et elle m'a expliqué que pendant l'attaque de Pearl Harbor l'une des secrétaires qui occupait cet étage avait été tuée. Encore aujourd'hui les poils de ma nuque se hérissent quand je repense à cet instant. Quand nous vivions dans les anciens logements militaires de Ft. Gordon en Géorgie au début des années 2000, ma fille, qui était encore toute petite, nous parlait souvent du garçon aux yeux rouges. Elle disait qu'il lui parlait depuis le coin du plafond, assis là-haut comme si c'était l'endroit le plus normal du monde. Elle racontait cela avec la simplicité d'un enfant, sans se rendre compte que chaque mot me paralysait un peu plus. Je l'écoutais en essayant de sourire mais à l'intérieur quelque chose se resserrait. Chaque fois que je devais sortir la nuit pour aller prendre quelque chose dans la voiture ou vérifier une porte, je sentais cette présence derrière moi. Pas un simple frisson ni une impression vague. C'était comme si quelque chose marchait juste assez loin pour ne jamais se montrer, mais assez près pour que mes instincts se mettent en alerte. Je faisais le tour de la maison, parfois en tenant ma respiration, persuadé que si je me retournais trop vite j'allais voir quelque chose surgir de l'obscurité. Il m'est arrivé de m'arrêter au milieu du jardin parce que j'avais la sensation précise que quelqu'un se tenait juste derrière la clôture. Je scrutais la nuit sans rien voir mais mes jambes voulaient courir. Je sentais ce poids sur mes épaules, cette impression d'être observé comme si quelque chose attendait que je sois plus loin de la lumière du porche pour s'approcher. Dans toutes les maisons où j'ai vécu ensuite je n'ai jamais ressenti ça de nouveau. Là-bas cette sensation était constante, presque vivante. À l'intérieur de la maison l'atmosphère n'était pas plus rassurante. Parfois ma fille s'interrompait en plein jeu pour regarder le coin du plafond. Elle restait silencieuse quelques secondes puis recommençait comme si de rien n'était. Je la voyais faire et j'essayais de me convaincre que ce n'était que l'imagination d'un enfant. Pourtant chaque fois qu'elle disait qu'il lui avait encore parlé je sentais un froid remonter dans mon dos. J'ai été affecté sur une base dans le nord d'Okinawa de 2015 à 2017. Je travaillais avec des munitions et des explosifs donc je passais mes journées dans une zone où tout cela était stocké. C'était un espace clôturé d'environ 100 hectares situé au bord d'une falaise. Quoi qu'il en soit, cet endroit contenait apparemment plusieurs fosses communes datant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant que j'y étais, une femme okinawaïenne âgée est venue avec un grand groupe pour visiter la zone et elle a montré certains endroits où se trouvaient les fosses. C'était assez impressionnant à imaginer. Voici donc l'expérience qui m'a vraiment foutu les jetons. Parfois il se passait quelque chose qui nécessitait qu'on se rende là-bas en dehors des heures de service. À cause du poste que j'occupais à cette époque, c'était toujours moi. Une nuit une alarme se déclenche et le protocole habituel veut que les policiers militaires viennent nous chercher dans nos baraquements, moi en l'occurrence, puis qu'on aille sur place pour la réinitialiser. Les MP sont là pour vérifier que ce n'est pas une vraie intrusion et pour nous conduire parce que la zone est gigantesque. Nous arrivons au portail et les gardes nous laissent entrer. Après quelques minutes de route nous arrivons à l'endroit où l'alarme s'est déclenchée. L'endroit est bien éclairé par des lumières orangées à l'avant du bâtiment. Tout le reste est d'une obscurité totale. La seule chose qu'on voit c'est le bâtiment suivant plus loin sur la route, lui aussi éclairé. Je m'approche du panneau et je réinitialise l'alarme qui nous pose constamment des problèmes. Rien d'inhabituel.
Même routine que d'habitude. Je retourne vers la voiture avec les MP et on discute un peu avant de repartir. Alors que je me glisse sur la banquette arrière du véhicule, j'entends le cri le plus fort et le plus glaçant que j'ai jamais entendu. Ma tension a explosé et nous nous sommes tous regardés les yeux écarquillés en nous demandant ce que c'était. L'un des gars a dit que ça devait être une mangouste. Impossible. Puis encore une fois ce cri qui déchire les oreilles. Nous sommes tous montés dans la voiture d'un bond et nous avons commencé à nous éloigner lentement pendant que le conducteur éclairait la lisière des arbres avec son projecteur. De nouveau ce cri. Il s'est arrêté rapidement mais cette fois, alors que la lumière traversait la zone boisée, nous avons entendu des branches qui craquaient et des bruits de course. Comme si quelque chose venait vers nous depuis la jungle. Nous avons accéléré et filé vers le portail. Nous avons expliqué aux gardes ce qui s'était passé et ils n'ont même pas été surpris. Ils nous ont dit qu'ils entendaient des choses folles tout le temps. Parfois ils voyaient des silhouettes noires marcher très loin sur la route. C'est la seule expérience que j'ai eue là-bas mais j'ai des amis qui ont vu et entendu des choses bizarres aussi. Il y a une quantité de récits de fantômes sur toutes les bases de l'île. Mon préféré est celui du fantôme à la cigarette. Je crois que c'est à Camp Hansen. À l'un des postes de garde, au milieu de la nuit, un marine ou un soldat portant un uniforme de corvée sale et usé des années 1940, parfois couvert de sang selon certains témoignages, ou un ancien uniforme de service, s'approcherait de la guérite. Il demanderait du feu aux militaires en faction. Puis il s'éloignerait et plus il avancerait, plus la seule chose qu'on verrait serait la braise de sa cigarette dans le noir. Je ne suis pas dans l'armée américaine mais réserviste dans l'armée d'un autre pays. Pendant la dernière semaine de notre formation initiale, on était sur le terrain en train de creuser des tranchées. Il pleuvait sans arrêt, il faisait froid, la boue collait à tout et pourtant j'adorais ça. On savait qu'on ne dormirait pas pendant les jours suivants et bizarrement on commençait déjà à entrer dans cet état étrange où la fatigue te rend presque euphorique. Le soir tombait et tout devenait silencieux autour de nous, juste les gouttes sur les casques et le souffle court des gars qui continuaient de pelleter. Dans ma tranchée on était 3 et on avait reçu une paire de lunettes de vision nocturne à se partager. Quand ce fut mon tour je les ai mises et j'ai balayé lentement les alentours. Au début je ne voyais que les silhouettes indistinctes des arbres et la pluie qui formait des traînées vertes. Puis j'ai repéré quelque chose. Je jure que j'ai vu une silhouette humaine penchée sur 4 pattes à une 50aine de mètres. Elle était immobile et tournée vers nous comme si elle attendait que quelqu'un la remarque. Mon cœur s'est mis à cogner si fort que j'entendais mon sang dans mes oreilles. J'ai crié qu'il fallait se mettre en alerte et quand j'ai reposé les lunettes sur mes yeux la silhouette avait disparu. Tout était vide. Je suis resté là à essayer de comprendre ce que je venais de voir. Probablement le manque de sommeil, oui, mais sur le moment chaque poil de mon corps était dressé. Comme ton message a bien marché, je vais raconter une autre chose qui m'est arrivée la même semaine. Rien de paranormal mais ça m'a foutu une peur énorme. C'était la toute première nuit et je remplissais des sacs de sable. Tout était calme. On entendait juste les coups de pelle, les grognements des gars et quelques conversations discrètes qu'on laissait courir pour ne pas perdre la tête. J'étais concentré sur mon sac et je profitais presque de ce moment de routine au milieu du chaos. Sans prévenir, le sergent a décidé de me faire une blague. Il a déclenché une fusée éclairante juste derrière moi, à quelques mètres à peine. Le bruit a traversé l'air comme un cri. J'ai sursauté si fort que mes genoux ont failli céder. La fusée sifflait comme une créature qui hurlerait dans la nuit et pendant une seconde j'ai cru que quelque chose surgissait dans mon dos. Le sergent était planté là, les bras croisés, en train de rire comme si c'était la meilleure blague du siècle. Moi je me suis retourné complètement vidé, incapable de dire quoi que ce soit et en me félicitant intérieurement d'avoir déjà pissé un peu plus tôt. À Ramadi en 2005. J'étais de garde tôt le matin dans un poste d'observation en face de l'ancien ministère de l'Agriculture bombardé, que nous appelions le bâtiment des 7 étages. Il faisait encore nuit et un peu brumeux, mais le jour commençait à se lever. Mon chef d'équipe était à la 240G et moi j'étais à la SAW, regardant vers l'autre côté de la route Michigan,
quand je l'ai entendu marmonner quelque chose comme mince avant de passer son arme en condition 1 et de viser. À ce moment-là, le poste au niveau de la rue, que nous appelions tous le poste suicide parce qu'en cas d'attentat à la voiture piégée il aurait été pulvérisé, a tiré une courte rafale d'avertissement sur un camion qui venait de surgir dans le parcours en S à une centaine de mètres. Le conducteur a paniqué et au lieu de s'arrêter il a accéléré, scellant son destin. Nous pouvions voir au moins un autre camion derrière lui. Tous les postes capables de tirer se sont mis à ouvrir le feu sur les véhicules. Le conducteur du premier camion est sorti du véhicule et s'est mis à courir. Mon chef d'équipe criait quelque chose comme « ce n'est pas normal, il y a un problème » tout en le suivant dans sa lunette. Il a tiré une rafale de 5 coups droits dans l'homme, qui est mort avant même de toucher le sol. À ce stade, les conducteurs des 2 premiers camions étaient déjà très morts. Nous avons vu les feux de détresse du véhicule derrière le second camion et, à travers la brume du matin, nous avons aperçu 2 autres camions. C'étaient des entrepreneurs locaux qui venaient juste de quitter le centre gouvernemental plus bas dans la rue. Ils étaient partis sans escorte militaire. Sans escorte, ils n'avaient pas de radio et aucun moyen de revenir sur la base. Ils avaient circulé autour du secteur avant de s'engager dans notre parcours en S, sans voir les panneaux d'avertissement et sans comprendre le danger. Tout se serait encore bien passé si le conducteur du premier camion ne s'était pas affolé et n'avait pas appuyé à fond sur l'accélérateur quand nous avions tiré des coups d'avertissement dans le sol devant lui. Il faut préciser qu'il y avait eu plusieurs attaques avec des véhicules piégés contre nos postes ces derniers mois, dont la plus récente seulement quelques semaines auparavant. Nous sommes sortis pour détenir les survivants et la première chose qu'ils ont dite a été « Monsieur, pourquoi tirez-vous? Nous travaillons pour vous. » J'étais à Al Udeid au Qatar et un soir après un très long service je rentrais à ma chambre. On faisait parfois des journées de 16 à 18 heures une fois par semaine pour que l'un d'entre nous puisse avoir un jour de repos. Ce soir-là je marchais avec l'impression que mes jambes avançaient toutes seules. Mon cerveau fonctionnait au ralenti et je ne pensais qu'à mon lit. C'est à ce moment qu'une petite créature a surgi et m'a traversé les jambes à toute vitesse. J'ai lâché un juron sans réfléchir. J'ai eu l'impression qu'un truc sorti de nulle part m'avait foncé dessus. J'étais tellement épuisé que mon esprit n'arrivait même pas à analyser ce que je venais de voir. Mon premier réflexe a été de penser à un chien démoniaque ou un espèce de fantôme animal sorti d'une histoire que personne ne voudrait entendre la nuit. Pendant une seconde je me suis vraiment demandé si je n'étais pas en train d'halluciner. Mon corps a réagi avant que je comprenne quoi que ce soit. J'ai bondi dans le bâtiment le plus proche et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai attendu avec l'oreille collée au battant comme si quelque chose allait tenter d'entrer. Quand j'ai enfin jeté un œil dehors, j'ai repéré la petite forme qui s'éloignait. Ce n'était ni un démon ni un fantôme. C'était un fennec. Je l'ai observé en silence. Il avait cette allure fière et rapide propre à ces renards du désert. Il s'est mis à creuser exactement à l'endroit où j'avais marché quelques secondes plus tôt. J'ai compris qu'il avait enterré de la nourriture là et que je l'avais dérangé avec mes grosses bottes fatiguées. Une fois qu'il a retrouvé ce qu'il cherchait, il a secoué la tête avec cette espèce d'énergie joyeuse qu'ont les animaux quand ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Je le regardais faire et je me suis senti complètement idiot d'avoir pensé à un monstre. Il a ensuite trottiné vers l'obscurité avec son trésor dans la gueule et j'ai eu l'impression qu'il croyait vraiment avoir remporté une victoire. C'est probablement une histoire plus terre à terre et pas vraiment ce à quoi tout le monde s'attend ici parce qu'être dans l'armée ne te prédestine pas à vivre des trucs mystérieux ou impressionnants. Mais je peux raconter l'histoire de Princesse. Pendant mon déploiement au Niger, en Afrique, moi et le reste de mon équipe avons sympathisé avec une bande de chiens sauvages qui suivaient nos convois pendant nos patrouilles du périmètre. Les FAN, les forces armées nigériennes, en raison de différences culturelles, considéraient les chiens comme des nuisibles. Beaucoup de pays traitent les chiens comme des rats. Ils les frappent, les empoisonnent, leur tirent dessus, les font se battre pour la nourriture et ainsi de suite. C'est une différence culturelle que je ne supporte absolument pas en tant que fils d'une employée du service de contrôle animalier et amoureux des animaux depuis toujours. J'ai failli me battre sérieusement avec nos interprètes quand ils essayaient de frapper nos chiens.
On n'est pas censé nourrir la faune locale pendant un déploiement, mais j'emmerde cette règle. Bref, après quelques mois à nous lier avec notre petite meute, les FAN ont décidé d'empoisonner les chiens pendant que nous étions en patrouille. Ils ont commencé à mourir un par un. Simon, Philippe, Shaggy et Beast. Puis ils sont arrivés à ma chienne, Princesse. Ces types ont empoisonné ma chienne 4 fois. 4 fois. Et elle n'est jamais tombée. Les 2 premières fois ils l'ont eu par surprise. Ensuite elle a commencé à comprendre ce qui se passait, donc les 2 dernières fois ils l'auraient maintenue de force d'après ce qu'on m'a dit. Ils ont augmenté la dose à chaque tentative. Ce qui est encore plus étrange est que je ne l'ai jamais vue vomir le poison. Elle devenait visiblement malade, elle restait couchée, elle bavouillait un peu comme si c'était la faim, mais ensuite elle se relevait comme si de rien n'était. Après ça, elle ne prenait de la nourriture que de moi, elle restait seulement à mes côtés et je suis heureux de dire qu'elle était vivante, la queue qui remuait comme si elle n'avait jamais été malade, quand j'ai embarqué dans le C-130 pour rentrer. Ce n'est certainement pas une histoire effrayante mais j'étais reconnaissant que ma chienne soit immortelle. En résumé, ma chienne Princesse avait des vies infinies ou simplement un système immunitaire incroyable. Et comme j'étais un peu nostalgique en écrivant ça au travail, j'ai décidé d'expliquer qui était Princesse. À cause de la manière dont les chiens sont traités là-bas, ils sont souvent craintifs, maigres et sur la défensive. La plupart des Américains veulent caresser un chien mais si tu approches un chien qui a subi beaucoup de mauvais traitements comme si c'était un chien domestique normal tu n'obtiendras pas grand-chose. Ma mère m'a appris à être une sorte de chuchoteur de chien et très rarement il ne m'aime pas. Mais pour Princesse, ça n'avait aucune importance. Princesse a couru vers moi et le reste de mon équipe le tout premier jour. Elle ne voulait pas de nourriture, elle ne fuyait pas les FAN ou quoi que ce soit. Elle voulait juste un peu d'amour. Elle était gentille avec tout le monde, elle ne réclamait jamais de nourriture même si elle était clairement mal nourrie et elle avait cette habitude de toujours s'asseoir entre mes jambes comme une garde vigilante. Si j'étais assis sur mon HMV elle s'asseyait devant et me fixait jusqu'à ce que je descende pour qu'elle puisse se placer entre mes jambes. C'était une bonne chienne et j'espère que la nouvelle équipe à qui nous l'avons laissée la traite comme ce qu'elle est vraiment. Dans l'armée je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de vraiment paranormal. Mais il y a 10 ans en Afghanistan, quand je travaillais comme contractuel à Bagram, j'ai vu une scène que je n'arrive toujours pas à expliquer. J'étais dehors en train de fumer une cigarette avec un Bosniaque avec qui je traînais souvent pendant les pauses. On était entouré de montagnes et habitués au balai constant des avions. Chaque jour une 50aine d'appareils passaient au-dessus de nos têtes. On savait reconnaître les sons, les silhouettes, les trajectoires. C'était devenu une partie normale du décor. Ce soir-là on parlait tranquillement quand j'ai remarqué un avion qui volait beaucoup plus bas que d'habitude. Au début je n'y ai pas prêté attention parce que parfois les pilotes faisaient des manœuvres d'approche ou des tests. Mais celui-ci descendait encore et encore sans remonter. Mon collègue l'avait vu aussi et on s'est retrouvés tous les deux à suivre la trajectoire du regard comme si quelque chose en nous essayait de calculer ce qui allait se passer. On attendait l'explosion. C'était presque automatique. Quand un avion s'écrase contre une montagne tu t'attends à une boule de feu ou au moins un bruit assourdissant. Mais rien ne s'est produit. L'appareil est allé tout droit vers le flanc rocheux et il a tout simplement disparu à l'intérieur. Pas de flash lumineux, pas de poussière, pas de débris. C'était comme si la montagne l'avait avalé. On s'est regardé sans parler parce que ce qu'on venait de voir ne ressemblait à rien de logique. Je suis resté quelques secondes immobile avec la cigarette entre les doigts, incapable de comprendre si mon cerveau m'avait joué un tour. Le Bosniaque murmurait quelque chose dans sa langue en fixant toujours la montagne comme s'il espérait que l'avion réapparaisse de l'autre côté. L'air était calme. Aucun bruit supplémentaire. Aucun mouvement. Juste cette sensation d'assister à une scène qui ne collait à aucune règle connue. J'ai vécu au Moyen-Orient en servant à bord d'un MCM pendant environ 2 ans et l'expérience en général était correcte. Pas quelque chose que je referais car je déteste ce fichu Moyen-Orient de tout mon cœur, mais j'ai trouvé de quoi m'amuser malgré tout.
En janvier 2013, dans le Golfe, nous étions en route un matin à 6 heures. J'étais officier de quart à la passerelle, en gros celui qui guide le navire en veillant à la sécurité de la navigation. Le capitaine arrive, s'assoit dans son fauteuil et me demande si je veux un café. Je n'allais pas refuser l'occasion de boire un café avec le vieux monsieur, et évidemment je dis oui. Il appelle la cuisine, il prépare une nouvelle cafetière et monte un grand pot de café. Ils ont oublié d'apporter une tasse pour moi. Pendant que le capitaine boit son café, je fais ma ronde sur la passerelle. Je sors du côté bâbord, je scrute l'horizon à la recherche de nouveaux contacts ou de changements inattendus. Il y a quelques dos, ni plus ni moins que d'habitude. Je passe du côté tribord, pareil. Une journée normale dans le Golfe. La seule chose vraiment spéciale ce jour-là est que la mer est plate comme du verre. Ça arrive rarement quand le vent souffle juste assez et dans la bonne direction pour contrer le courant naturel. Le Golfe est comme un grand port protégé donc il n'y a jamais de vagues. L'agent de service de la cuisine arrive avec ma tasse et je m'installe près du fauteuil du capitaine tandis que l'aube commence à éclairer l'horizon. 1 heure passe pendant que nous discutons et vers 7h15, après le lever complet du soleil, il repart. 10 minutes plus tard, je commence à remarquer un changement à l'horizon. C'est subtil au début. On dirait simplement que l'horizon se bombe légèrement, puis de façon plus nette, et je comprends ce que c'est. Une banque de brouillard, ce qui est inhabituel dans le Golfe. J'appelle le capitaine pour l'informer du changement de météo et il dit quelque chose comme c'était pourtant une si belle matinée. Je lui dis que je vais faire les signaux sonores réglementaires quand on s'en rapprochera. L'équipe de quart et moi observons ce mur de brouillard qui approche rapidement avec un peu d'appréhension. Même dans les meilleures conditions les dos sont gérables mais ils font toujours des choses bizarres. Dans un brouillard épais sans visuel sur eux je serais beaucoup plus tendu. Je passe en revue ce à quoi il faut prêter attention avec mon équipe, tout en regardant le brouillard grossir à l'horizon. L'eau est toujours plate. La petite brise est presque apaisante. Environ 10 minutes après avoir noté la première perturbation, le brouillard est nettement plus proche et à mon œil encore peu expérimenté il se déplace beaucoup trop vite pour être poussé par la brise. Je distingue clairement un mur littéral de brouillard. D'un bout à l'autre, devant nous, une épaisse ligne grise qui devient plus haute et plus proche. Cela nous atteint plus vite que prévu. Je n'ai jamais vu un brouillard aussi dense. Une vraie purée de poids. Il est si épais qu'il s'infiltre dans la passerelle par les 2 portes latérales. Nous les fermons. Quand on entre dans le brouillard, la première chose qu'un marin fait est écouter les bruits et estimer les distances. Quelqu'un de plus expérimenté pourrait deviner la distance rien qu'en regardant. Je manquais d'expérience alors je cherchais à voir quelque chose dans le brouillard pour le comparer à un écho-radar et en déduire la portée. Ce n'était même pas possible cette fois. L'avant du navire avait disparu. Sur un MCM il y a un tambour pour un sonar à immersion variable avec un câble de 5 cm d'épaisseur juste devant une des fenêtres. Le brouillard était si dense que je ne voyais même pas la moitié arrière de ce tambour. J'appelle la salle des officiers et dis au capitaine qu'il devrait venir voir. Il me demande si j'entends quelque chose qui pourrait indiquer la présence d'autres navires, je lui réponds que non. Il dit qu'il finit de manger et qu'il monte ensuite. 10 minutes plus tard il arrive et à ce moment-là on voit de nouveau tout l'avant. Je lui dis à quel point c'était épais, il n'y croit pas, et mon timonier confirme. Le capitaine s'assoit et observe en silence. Le brouillard commence à s'éclaircir rapidement et en moins de 5 minutes nous en sortons. Le capitaine s'apprête à redescendre quand je l'arrête. Je lui montre l'horizon devant nous avec une nouvelle légère bosse. Je ouvre les portes des ailes de passerelle et sors. Derrière nous, le mur de brouillard s'étend jusqu'à l'horizon sur tribord mais sur bâbord il semble rejoindre le mur qui arrive devant nous quelque part au-delà de l'horizon. Le capitaine demande combien de temps le précédent a mis pour nous atteindre et je lui dis 15 minutes. Il émet un grognement et retourne s'asseoir, visiblement agacé d'avoir été dérangé pendant son petit déjeuner. Il me fait la tête pendant les 15 minutes suivantes. Je commence à craindre que le prochain mur ne soit pas aussi dense et que le capitaine pense que mon manque d'expérience me rend alarmiste. Puis il nous atteint et de nouveau le brouillard coule dans la passerelle, aussi épais qu'avant.
Nous voyons à peine le tambour cette fois. Nous fermons les portes et attendons. Le capitaine dit que c'est le brouillard le plus dense qu'il ait jamais vu et il me remercie de l'avoir appelé. Il semble moins contrarié. En 15 minutes, le brouillard s'atténue peu à peu et disparaît soudainement comme l'autre. Je montre au capitaine ce que j'avais observé derrière nous, comment le côté tribord s'étendait vers l'horizon mais que le côté bâbord se rejoignait en un point, et en montrant cela je remarque une nouvelle bosse. Encore 3 fois ce jour-là le même mur de brouillard nous a enveloppés, trop vite pour être poussés par le vent. 3 fois aussi épais que la précédente purée de poids, 3 fois il s'est aminci jusqu'à révéler tout l'avant puis a disparu brusquement. Je ne suis pas religieux mais mon capitaine l'était. Il a dit que c'était comme si Dieu avait posé sa main sur l'eau et aplati l'océan pour nous ce jour-là. J'ai passé ma vie en mer d'une manière ou d'une autre mais je n'ai jamais revu un phénomène comme celui-ci depuis. Ce n'est peut-être pas exactement ce que tu cherchais mais c'est la vérité. Il y avait des animaux morts sur les bas-côtés, parfois laissés là depuis longtemps, parfois encore chauds. Leur présence n'était jamais innocente. On savait qu'il pouvait y avoir des explosifs dissimulés à l'intérieur ou peut-être pas et cette incertitude suffisait à nouer l'estomac. Aujourd'hui encore je refuse de m'approcher d'un animal écrasé sur la route. La simple vue me ramène à ce mélange de tension et de méfiance qui accompagnait chaque déplacement. Il y avait aussi les corps brûlés ou déformés que la guerre laissait derrière elle après une explosion de bombes, de grenades, de mortiers ou d'artillerie. Ce n'était pas seulement ce que l'on voyait, c'était surtout l'odeur qui vous accrochait et s'infiltrait dans votre mémoire sans jamais en ressortir. Elle était impossible à décrire et encore plus impossible à oublier. Parfois il suffisait d'un simple parfum de fumée pour que tout revienne brutalement. L'une des scènes les plus perturbantes que j'ai vues concerne un homme qui, dans un moment de panique, a dégoupillé une grenade. L'explosion a été immédiate. Je ne pensais pas qu'un visage humain pouvait disparaître si vite. Sur le moment nous avons ri, comme si le rire était une réaction automatique pour empêcher la réalité de nous engloutir. Avec le recul je n'arrive plus à comprendre comment ce rire a pu sortir. Ce souvenir reste là, imprimé comme une marque brûlante qu'aucune distance ni aucun silence ne parviennent à effacer. Servir dans le corps des marines pendant 4 ans m'a appris que ces histoires ne se racontent pas facilement. Internet rend la conversation différente. Ici, on peut répondre sans que quelqu'un soit en face de vous à attendre quelque chose que vous n'êtes pas prêt à offrir. Beaucoup de vétérans gardent leurs expériences pour eux parce que ce sont des choses lourdes à porter. Il faut de la confiance pour qu'ils se livrent. C'est pour cela qu'il ne faut jamais être la personne qui demande froidement si quelqu'un a déjà tué. Ce genre de curiosité brutale vous met immédiatement du mauvais côté. La plupart des vétérans ne parlent de leur temps à l'étranger que lorsqu'ils sentent que l'autre comprend ce que cela implique et ne cherchent pas un spectacle mais un échange réel. J'ai servi dans l'USAF de 2001 à 2006. On faisait des exercices de guerre sur ma base et on travaillait en équipe de 12 heures pendant un mois d'affilée. J'étais de nuit et on essayait de faire notre travail pendant qu'une équipe nous attaquait dans le cadre de l'exercice. Même pendant ces simulations, on devait continuer à soutenir des missions qui n'en faisaient pas partie. On a reçu une demande pour livrer un générateur et un projecteur mobile en plein milieu du désert. Il était très tard dans la nuit et c'était une demande étrange même en temps normal. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit tout ça mais bref, un sergent afro-américain et une jeune aviatrice ont été envoyés pour livrer le matériel demandé. Les camions qu'on utilise sont de petits pick-up pas très rapides donc ils ont mis environ 1 heure pour arriver sur place. Quand ils sont revenus 1h30 plus tard, le sergent qui d'habitude avait la peau foncée était presque livide. La jeune aviatrice était totalement paniquée. Ils ont dit qu'en arrivant là-bas ils étaient sortis tous les deux pour détacher le matériel. Ils ont expliqué qu'une étrange vibration et un bruit sont apparus au loin et se rapprochaient très vite. Le son seul suffisait à les mettre mal à l'aise mais ce qui est arrivé ensuite les a fait fuir. Une boule de feu est sortie du sol à une trentaine de pieds d'eux. Quand elle est apparue, le bruit est devenu assourdissant. Ils ont sauté dans le camion et sont rentrés le plus vite possible à l'atelier.
Je connaissais très bien ces deux personnes avant cet incident et le regard qu'ils avaient cette nuit-là m'a convaincu à 100% que ce qu'ils avaient vu était réel. Ça les a traumatisés pendant un moment. Avec le temps, ils ont juste cessé d'en parler. C'est mon histoire en tout cas. J'en ai une à moi, mais elle n'a rien d'aussi direct ni d'aussi fou. J'ai seulement vu des lumières se déplacer dans le ciel d'une manière vraiment étrange. L'Irak était rempli de choses terrifiantes pour moi. Pendant certaines gardes, j'étais assis derrière mon poste et l'ordre arrivait soudain par radio de tirer sur toute personne en mouvement dans notre secteur. J'avais le doigt sur la détente, prêt à appuyer, quand un appel frénétique a retenti pour tout annuler. Celui que j'étais sur le point d'abattre était un membre des forces spéciales qui revenait plus tôt que prévu. Pendant quelques secondes, mon souffle s'était arrêté et même après coup je sentais encore mes mains trembler. Il y a eu aussi ce jour où je me suis retrouvé séparé de notre convoi dans le centre de Tikrit en 2003 ou 2004. Les rues semblaient se refermer sur moi, les regards se tournaient, les klaxons hurlaient et j'avais l'impression que chaque coin d'ombre pouvait dissimuler une menace. Avancer sans savoir si le convoi avait été pris pour cible ou si une embuscade allait jaillir d'une ruelle est quelque chose qui vous marque pour longtemps. Les IED, les voitures piégées et les tirs indirects faisaient partie du quotidien. On essayait de rester concentré mais l'esprit comptait toujours les secondes entre deux explosions. À force de vivre dans cet état d'alerte permanent, on finit par reconnaître intuitivement les bruits suspects, les vibrations anormales du sol ou même la façon dont la poussière retombe après une détonation. On trouvait parfois des morceaux de corps au détour d'une route ou près d'un mur qui avait été frappé récemment. On savait ce que cela signifiait et on évitait de regarder trop longtemps. Un jour, nous sommes allés distribuer des fournitures scolaires à des enfants irakiens. Ils nous attendaient dans une petite école, certains trop timides pour approcher et d'autres riant comme si le monde autour d'eux n'était pas en train de s'effondrer. Revoir un sourire d'enfant donnait l'impression d'une respiration neuve au milieu du chaos. Pourtant, peu après, l'école a été détruite dans une explosion. Les rires que nous avions entendus se sont transformés en un souvenir lourd qui revenait souvent hanter nos nuits. Tout cela formant un ensemble d'événements qui ne cessaient de grandir et de se mélanger faisait de cette période un véritable désastre. Une succession de moments où l'on oscillait entre la peur, le devoir, la fatigue et la tentative maladroite de garder un semblant d'humanité. Et même une fois revenu à la maison, on continue de marcher avec ses souvenirs, comme si une partie de soi était restée coincée quelque part sur une route poussiéreuse sous le soleil irakien. Je suis dans l'Air Force et j'étais affecté à la base d'Ozan en Corée du Sud en 2007 et 2008. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé directement mais à un ami. À cette époque, pendant les exercices, ceux d'entre nous dans les QRV, les véhicules de réaction rapide, avaient l'habitude de se cacher dans un abri durci pour avions pendant les attaques simulées. C'était connu de tous qu'il y avait un abri sur Bravo Diamond où il ne fallait surtout pas se cacher. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué qu'ils avaient enfreint cette règle une fois, parce qu'ils ne trouvaient aucun autre abri vide. Ils se sont donc faufilés à l'intérieur et, lors de la prochaine attaque simulée, ils ont fermé les portes et se sont enfermés. Apparemment, pendant toute la durée de l'attaque, environ 90 minutes, ainsi que durant la reconnaissance après l'attaque, ils ont entendu des bruits étranges, allant de pas qui se traînaient à des voix. Ils juraient avoir entendu quelqu'un dire très clairement « s'il vous plaît, non ». La version la plus communément admise était une sorte de légende urbaine. On racontait que pendant la guerre de Corée, les pilotes avaient laissé les mécaniciens derrière eux sur une base sur le point d'être envahis. Une fois capturés par les Nord-Coréens, ils auraient été torturés puis pendus avec du fil de sécurité. Et leurs esprits entraient encore cet abri. Quand je suis revenu des années plus tard, l'abri en question avait disparu et un nouveau bâtiment était en construction à l'endroit où il se trouvait autrefois. J'ai participé à une opération anti-piraterie qui a très mal tourné. C'était un peu comme l'histoire du capitaine Phillips mais sans survivants cette fois. Voir les corps de ces pauvres gens qui ne cherchaient qu'à faire le bien dans leur travail m'a profondément marqué. Ils avaient rembarqué pour accomplir une mission ordinaire et ils ont fini au cœur d'un cauchemar dont ils n'ont jamais pu sortir.
Je me souviens encore du silence pesant qui s'est installé une fois l'opération terminée, un silence qui disait tout ce que personne n'osait exprimer. Les pirates nous ont tiré dessus et même si je n'étais pas en danger immédiat, il y a eu un moment très clair où j'ai compris que certaines personnes n'hésiteraient pas une seconde à me tuer si cela servait leurs intérêts. Réaliser cela face au regard d'un homme qui tient une arme et qui ne vous voit que comme une menace ou un obstacle change complètement la perception que l'on a de soi et du monde. Cette prise de conscience est bizarre et brutale, comme si l'on perdait d'un coup une part d'innocence qu'on pensait déjà avoir laissée derrière soi. Le plus dérangeant dans tout ça, c'est d'avoir compris que ces pirates n'agissaient pas seulement par avidité ou par cruauté. Beaucoup cherchaient à obéir à un chef de guerre capable de s'en prendre à leur famille. Alors nous sommes arrivés avec notre immense machine militaire, un navire qui valait plus que tout ce qu'il pourrait posséder dans 10 vies, et nous en avons tué certains. Une fois la poussière retombée, je me suis demandé comment tracer la frontière entre le bien et le mal dans une situation aussi complexe. J'avais l'impression que tout se brouillait, que les rôles ne se résumaient plus aussi facilement qu'on le voudrait. Ce qui me revient le plus souvent, ce sont les pensées sur ce qui a pu se passer dans cette cabine. Imaginez ces civils livrés à la violence d'un pirate désespéré, imaginez la peur, les suppliques, les secondes avant que tout bascule, c'est quelque chose qui poursuit longtemps. Ces images mentales s'invitent parfois sans prévenir, comme un rappel brutal de ce que l'être humain peut faire quand il est poussé au bord du gouffre. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans le pays, c'était en 2003, et d'avoir vu ces gens extrêmement maigres bordant les routes, tenant des enfants dans leurs bras et lançant des liasses de billets irakiens vers nos convois. Même avec le vrombissement des invées, je pouvais les entendre crier. C'était plus des supplications que de la colère. Nous n'avons découvert que plus tard que leur lancer de l'eau et des rations amères poussait les enfants à courir dans la rue pour les attraper, ce qui finissait souvent très mal pour eux. Les convois ne s'arrêtent presque jamais. Plus tard, en patrouille, nous avons vu ces énormes flaques d'une eau noire qui empestaient pire que tout ce que j'avais connu, et nous avons réalisé qu'ils vivaient dans cette saleté. Elles recouvraient leurs jambes et rien de ce qu'on faisait ne pouvait enlever cette odeur particulière des pneus. À Babylone, un vieil homme est venu me parler et m'a expliqué qu'il ne détestait pas vraiment Saddam, mais que ce sont ses fils qu'il craignait et haïssait le plus. Udé et Kuzet. Il a raconté leur visite dans les universités et les lycées où ils arrivaient en convoi et sélectionnaient des filles pour leur soirée. Ils faisaient la fête toute la nuit, se relayant pour violer les filles comme bon leur semblait, puis leur coupaient la tête en jetant les corps dans le Tigre ou l'Euphrate, selon celui qui passait le plus près de Babylone. Il disait qu'ils retrouvaient chaque semaine fille après fille, qu'il fallait associer les têtes au corps, et qu'ils vivaient dans la peur en se demandant laquelle de leurs filles serait la prochaine. Puis dans la même phrase, il se plaignait aussi de n'avoir qu'une heure d'électricité et d'eau par semaine, comme si tout cela avait la même importance. Il m'a dit qu'il me racontait tout ça pour que je m'en souvienne et il avait raison car je n'ai jamais oublié. On entendait aussi des histoires d'hommes à qui l'on arrachait les yeux pendant que leur famille était torturée devant eux, une sorte de sinistre rappel au roi Nabuchodonosor dont un fou se croyait le descendant. L'idée était que la dernière chose que ces hommes verraient serait leurs femmes et leurs enfants se faisant violer avec des tiges chauffées à blanc afin que cette image reste gravée dans leur mémoire. C'est difficile à croire si on oublie qu'une personne sur 3 que l'on croisait avait un ou plusieurs membres en moins. J'étais affecté au Japon et je logeais dans des dortoirs. Des dortoirs vraiment agréables d'ailleurs. Assez luxueux pour que j'aie une vraie porte pour ma chambre et une autre pour la salle de bain. Un confort auquel je ne m'attendais pas. Pourtant je n'ai dormi dans ma chambre que quelques fois à peine. Tout a commencé un soir où j'étais tranquillement assis aux toilettes, porte ouverte comme je vivais seul. Aucun stress, aucune raison de me cacher. Je regardais distraitement le sol quand quelque chose a attiré mon attention. J'ai levé les yeux et je l'ai vu. Une forme qui a passé la tête puis s'est glissée rapidement dans ma chambre. C'était un mouvement furtif, trop rapide pour que mon cerveau l'analyse mais suffisamment clair pour que je sois certain de ne pas rêver. Il y avait quelque chose. Quelque chose qui venait d'entrer dans ma chambre. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai avancé lentement. J'ai pris une inspiration, ouvert la porte de la chambre et j'ai inspecté chaque recoin. Le placard,
sous le lit, derrière le rideau. Rien. Absolument rien. Mais la sensation d'être observé ne m'a pas quitté. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le fauteuil inclinable du salon, incapable de rester dans cette pièce où quelque chose avait filé quelques heures plus tôt. Quelques jours plus tard, la scène s'est répétée presque à l'identique. Même situation, même moment de distraction. Je l'ai vu se pencher depuis l'encadrement de la porte, comme s'il me regardait en silence. La forme était pâle, les cheveux sombres, un visage flou que mon esprit essayait de compléter sans y parvenir. C'était une silhouette étrange, presque humaine mais déformée par un mouvement trop rapide ou par un détail qui échappait à ma compréhension. L'impression d'être observé était si forte que j'ai senti un frisson parcourir toute ma colonne vertébrale avant même d'avoir vraiment pu réfléchir. Après ça, je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre pendant les 8 mois où j'ai vécu là. Chaque nuit, je me suis installé dans mon fauteuil du salon, comme si rester dans une pièce ouverte me protégeait d'une présence silencieuse qui restait cachée derrière une porte. Je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vu. J'étais persuadé que mon cerveau s'amusait à combler les ombres et les mouvements furtifs. Je me disais que la fatigue ou la solitude me jouaient des tours. Pourtant, malgré toutes les explications rationnelles, quelque chose en moi savait que ce que j'avais vu n'était pas un simple jeu d'ombre. Je me souviens de certaines nuits où je me réveillais soudainement sans raison, avec l'impression que quelqu'un se tenait juste à la limite de la lumière du salon, là où les ombres commençaient. Je n'entendais rien, je ne voyais rien mais un instinct primitif me disait de ne pas me lever pour vérifier. Je restais immobile, le cœur battant trop vite, jusqu'à ce que la sensation s'éloigne comme une vague qui recule. La mienne est plutôt tranquille comparée à certaines autres histoires ici, mais en même temps je ne suis qu'un mécanicien donc je ne quittais jamais la base pendant le déploiement. Une nuit, mon équipier et moi traversions la zone de vol quand l'alarme annonçant une roquette, un mortier ou autre a retenti. On s'est immédiatement jeté au sol et on a commencé les 2 minutes d'attente avant de pouvoir courir jusqu'au bunker le plus proche. Ce n'était pas ma première attaque donc je n'étais pas vraiment inquiet, mais la façon dont on est tombé faisait que nous nous faisions face, ce qui était une première. Je n'oublierai jamais le regard dans les yeux de mon équipier. Il avait environ 21 ans, s'était engagé juste après le lycée, c'était encore un gamin. Il ne pleurait pas et il ne tremblait pas mais ses yeux hurlaient, il était pleinement conscient de sa propre mortalité à cet instant. Peut-être qu'on atteindrait le bunker, peut-être pas. Un homme aussi jeune voyant défiler la petite partie de vie qu'il avait pu vivre. Mon unité est rentrée au complet et heureusement tout le monde a laissé ses démons là où ils doivent rester, mais bon sang ce regard. Je comprends que les conflits soient parfois nécessaires, pour le bien commun et tout ça, mais quel gâchis. Nous valons mieux que ça, nous devons valoir mieux que ça. Ce n'était rien de paranormal, mais j'ai halluciné énormément pendant des exercices de 3 à 5 jours où nous dormions seulement 1 à 3 heures par nuit. Le manque de sommeil transforme littéralement la perception du monde. Une minute vous êtes pleinement conscient, la suivante votre esprit vous montre des choses qui n'existent pas. Je voyais des maisons au milieu de la forêt alors qu'il n'y avait absolument rien à cet endroit. Parfois elles semblaient presque réelles, avec une lumière intérieure ou une silhouette derrière une fenêtre qui n'existait pas. En position d'observation, allongé dans la terre froide, j'entendais des pas tout près de moi. Je sentais presque la présence de quelqu'un qui se glissait derrière mon épaule et chaque fibre de mon corps me disait de me préparer à une attaque. Mais il n'y avait personne, seulement la fatigue qui se jouait de mes nerfs. En marchant en formation, il m'est arrivé de voir des têtes se tourner vers moi, comme si quelqu'un me suivait du regard. Je fixais ce que j'avais vu et il n'y avait évidemment que les arbres, les silhouettes de mes camarades et les ombres dansantes des branches. Dans la forêt, j'entendais des sifflements et des murmures qui semblaient venir de toutes les directions, comme si un groupe invisible communiquait autour de nous. Chaque son prenait une dimension étrange, amplifiée par l'épuisement. Le manque de sommeil est un vrai délire. À la fin de l'un de ces exercices, on nous a fait nettoyer nos armes debout dans un hall, simplement parce que trop d'entre nous s'endormaient en position assise. Je me souviens encore du poids de mon fusil entre mes mains, de la routine mécanique du nettoyage qui devenait de plus en plus floue. À un moment j'ai littéralement sombré debout, les yeux clos sans même m'en rendre compte.
Je me suis endormi sur place et j'ai heurté le mur derrière moi, ce qui m'a réveillé d'un coup. Je me suis redressé en sursaut, le cœur battant, en réalisant que tous les autres autour de moi luttaient contre le même état. Ce qui est étrange, c'est qu'on finit par accepter cet état d'esprit comme une partie du processus. On apprend à marcher, observer et réagir alors que notre cerveau flotte entre rêve et réalité. Certains moments deviennent des souvenirs flous, comme si l'on regardait des scènes à travers une vitre embuée. On continue malgré tout, parce qu'il n'y a pas d'autre choix et que l'exercice ne s'arrête jamais pour vous laisser récupérer. Je sers actuellement comme fantassin et mon bataillon est parti 3 semaines à Brunei pour un entraînement à l'étranger. Dès notre arrivée au camp, nous avons tous remarqué une petite hutte au milieu du terrain. Elle était vide, sans meubles, sans lumière, comme laissée à l'abandon. Nous avons demandé aux soldats locaux ce que c'était et ils nous ont immédiatement conseillé de ne jamais y entrer, peu importe le moment. Selon eux, c'était la maison d'un esprit qui ne pouvait pas quitter la zone. Ils l'ont dit d'un ton calme, presque routinier, comme si c'était un fait parfaitement normal dans ce camp. 2 semaines plus tard, une nuit vers 2 heures du matin, je suis sorti au coin fumeur pour griller une clope et passer un appel vidéo à ma petite amie. Le camp était silencieux, seulement traversé par le chant des insectes et le bruissement des feuilles. L'air avait cette lourdeur humide propre à la jungle. Je me tenais sous un lampadaire faiblard avec mon téléphone, et en arrière-plan, ma caméra captait l'entrée de la hutte. Pendant que je parlais à ma copine, une sensation étrange a commencé à monter en moi. C'était comme un poids entre mes omoplates, la certitude presque physique que quelqu'un me regardait fixement. J'ai tenté d'ignorer cette impression mais mon regard est revenu malgré moi sur l'écran du téléphone. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette humanoïde se tenait immobile dans l'encadrement de la porte de la hutte. Elle semblait trop grande pour l'ouverture, la tête légèrement penchée comme si elle observait ma conversation. Je me suis figé sur place. Puis elle a commencé à rire. Un rire sec, creux, inhumain. Et ce n'était pas seulement dans ma tête. Je l'entendais clairement dans mon oreillette, comme si le son passait par le téléphone lui-même. Ma copine a demandé ce que c'était et je n'ai pas répondu. Mon cœur s'était mis à battre tellement fort que j'entendais mes propres pulsations dans mes tempes. Je suis parti en courant sans même raccrocher, laissant la cigarette tomber au sol. En me retournant une dernière fois, la hutte était redevenue complètement sombre et vide, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas osé retourner au coin fumeur pour le reste du séjour. Le lendemain, j'ai parlé discrètement aux autres gars du bataillon et j'ai découvert que je n'étais pas le seul. Certains avaient entendu des murmures près de la hutte, d'autres juraient avoir aperçu une ombre passer à l'intérieur alors que la porte était ouverte sur le vide. Un soldat avait même rêvé plusieurs fois qu'il se retrouvait debout dans la hutte sans savoir comment il y était entré. Pendant le reste de l'entraînement, personne ne s'approchait plus de cette bâtisse. Même les plus costauds, ceux qui se moquaient de tout, baissaient le ton lorsqu'ils passaient près d'elle. Quand nous avons quitté le camp à la fin des 3 semaines, j'ai ressenti une sorte de soulagement étrange, comme si quelque chose que je ne comprenais pas enfin nous laissait partir. Depuis, chaque fois que je me revois sur ce coin fumeur avec mon téléphone, je repense à cette silhouette qui riait à travers ma propre oreillette. Et je me demande encore si elle était vraiment là, ou si Brunei garde certaines choses dans sa jungle qui ne veulent pas être ignorées. J'étais dans les Marines et ma première affectation était au quartier des Marines à Washington, DC. C'était un endroit chargé d'histoire, impressionnant au premier abord, mais plus j'y passais de temps plus je remarquais des choses étranges. Dans la maison du commandant, les portraits des anciens commandants tombaient parfois du mur quand on passait devant. Personne ne comprenait vraiment pourquoi. Il n'y avait pas de courant d'air, pas de vibration particulière, rien qui puisse expliquer ce genre d'incident. Pourtant cela arrivait, toujours à des moments où l'on ne s'y attendait pas. L'ambiance était encore plus étrange à cause du vieux mobilier. Certains meubles avaient tellement d'histoire qu'on savait que des gens étaient morts dessus. Rien que cette pensée suffisait à rendre chaque pièce plus lourde, comme si la mémoire du lieu pesait sur les épaules. Entrer dans la maison la nuit donnait l'impression de pénétrer dans une époque différente,
un endroit où les murs gardaient les souvenirs de tout ce qu'ils avaient vu. Un peu plus loin se trouvait le Navy Yard, où vivaient plusieurs amiraux de la Navy. Dans l'un des bâtiments il y avait un vieux fauteuil à bascule. Certains soirs il se mettait à bouger tout seul, lentement, comme si quelqu'un d'invisible s'y installait. Il n'y avait ni vent ni courant d'air et aucune explication logique ne venait calmer les nerfs de ceux qui montaient la garde à proximité. On racontait aussi qu'une paire de chaussures se promenait dans les couloirs si personne ne la surveillait. Je ne l'ai jamais vue moi-même, mais les histoires circulaient depuis tellement longtemps que même les plus sceptiques finissaient par y penser en traversant le bâtiment. Pris individuellement, ces phénomènes n'étaient peut-être pas extraordinaires. Ce qui faisait vraiment peur, c'était l'atmosphère générale du lieu. Beaucoup de personnes avaient perdu la vie dans ces bâtiments au fil des décennies, parfois dans des accidents, parfois par suicide. Et on ressentait une sorte de lourdeur difficile à décrire dès qu'on franchissait certaines portes. Une tension sourde, un malaise qui planait dans les pièces vides comme une présence invisible qui observait. Les nuits de garde étaient les pires. On marchait dans les couloirs faiblement éclairés, chaque bruit semblait amplifié et chaque ombre prenait une forme qui n'existait pas vraiment. Parfois je sentais une impression de présence juste derrière moi, au point de me retourner instinctivement même si je savais que personne ne se trouvait là. Les marches résonnaient trop fort, le silence prenait un ton presque vivant et tout le décor semblait vous scruter en retour. À force, ces sensations finissaient par vous accompagner jusqu'à la fin du service. On continuait à faire son travail, professionnellement et sans broncher, mais au fond de soi une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas de la panique, plutôt une appréhension permanente qui s'installait comme une ombre fidèle. Et chaque soir de poste on espérait que rien de nouveau ne se produirait, qu'aucun portrait ne tomberait, qu'aucun fauteuil ne bougerait, qu'aucune porte ne craquerait sans raison. J'étais stationné à Okinawa, sur la base de Camp Quincy. Un des marines de mon unité vivait dans la chambre 101 ou 102 des dortoirs et il parlait souvent d'une femme en noir. C'était, selon lui, une jeune japonaise vêtue d'une robe élégante qui apparaissait la nuit et le regardait fixement sans jamais bouger. Il racontait cela d'un ton nerveux, moitié en plaisantant, moitié en essayant de s'en convaincre lui-même, mais on sentait que quelque chose dans cette chambre le mettait réellement mal à l'aise. Quelques mois plus tard, je suis devenu son colocataire dans cette même chambre. Au début je n'y croyais pas vraiment. Je pensais que c'était juste une histoire de dortoir, une rumeur faite pour effrayer les nouveaux. Puis certaines nuits où je dormais tourné vers le mur, j'ai commencé à sentir une présence derrière moi. Ce n'était pas du vent ni un simple frisson, mais la sensation très nette que quelqu'un se tenait debout près de mon lit, comme si un souffle silencieux se penchait pour vérifier si j'étais vraiment endormi. À chaque fois que je me retournais pour regarder, il n'y avait rien, seulement la pénombre et le bruit lointain des vieux climatiseurs du bâtiment. Un soir, alors que nous étions tous les deux dans la chambre, un verre posé depuis des semaines sur l'armoire à pharmacie au-dessus du lavabo est tombé sans raison. Le bruit du verre brisé a éclaté dans la pièce comme un avertissement. Le verre n'avait pas glissé, il avait été projeté suffisamment fort pour fendre le miroir du cabinet. Nous nous sommes regardés en silence et sans même en discuter, nous avons su qu'il fallait partir. Nous avons fini par changer de chambre quelques jours plus tard. Lorsque le lavabo et le miroir ont été réparés, un autre marine a été affecté à cette chambre. Il ne savait rien de l'histoire avant d'y emménager. 2 semaines plus tard, il est venu nous trouver avec un visage pâle et des cernes profondes. Il disait qu'il voyait lui aussi cette femme et qu'elle restait dans un coin de la pièce, immobile, les mains le long du corps comme si elle attendait quelque chose. Certaines nuits, nous l'entendions crier depuis le couloir. Il hurlait des phrases comme « Qui êtes-vous et que voulez-vous ?», la voix cassée par la panique. À force d'entendre ces cris, la réputation de la chambre a commencé à se répandre dans tout l'étage. Personne ne voulait y passer une nuit seul. Certains marines prétendaient qu'ils ressentaient un froid étrange en passant devant la porte. D'autres affirmaient que la lumière du couloir semblait vaciller juste devant cette chambre et seulement à cet endroit. Même les plus sceptiques évitaient d'y entrer après la tombée de la nuit. Avec le temps, la chambre 101, ou peut-être 102 selon ceux qui en parlaient, est devenue un lieu que tout le monde préférait oublier. Pourtant chaque fois que je repense à ces nuits où je sentais une présence derrière moi,
je ressens encore ce même poids sur ma nuque, comme si quelque chose cherchait à me rappeler que je n'avais jamais été seul dans cette pièce. Au début, ce qui m'a le plus bouleversé fut de voir un enfant mourir. Un jeune garçon avait été renversé par un véhicule de l'armée afghane et laissé sur la route agonisant sans que personne ne s'en soucie. L'accident aurait pu ressembler à ce que l'on voit parfois aux États-Unis, mais les soldats de l'ANA ne se sont même pas arrêtés. Cette indifférence m'a frappé au cœur. Pendant plusieurs jours, je n'arrivais plus à regarder la route sans revoir son corps immobile. La nuit, j'entendais encore les cris des habitants qui avaient accouru trop tard. Plus tard, pendant la saison des combats, les choses ont changé. Nous avons eu des pertes et ma vision du monde s'est transformée en un claquement intérieur presque audible. Je suis passé de « je protégerai ce convoi parce que c'est mon travail » à « j'espère que l'un de ces types aura le courage de venir nous chercher ». C'était comme si un interrupteur de violence s'était enclenché dans ma tête. Je me suis mis à anticiper les attaques avant qu'elles ne surviennent. Je surveillais les collines et j'imaginais déjà la trajectoire de mon tir. Cela me donnait une énergie étrange, quelque chose entre la peur et un désir de reprendre le contrôle. En même temps, ce changement me rendait la vie difficile. Quand je suis rentré auprès de ma femme et de mon fils, je me suis rendu compte que le calme de la maison me mettait presque mal à l'aise. Je réagissais à chaque bruit métallique comme si quelqu'un s'approchait. Mon fils voulait simplement jouer et je me surprenais à vérifier les fenêtres pendant qu'il riait. Il y avait une fracture entre ce que j'étais devenu et la personne qu'il croyait retrouver. Et quand j'essayais de leur expliquer, les mots semblaient trop faibles pour contenir ce qui s'était passé dans ma tête. Il y a un moment, pendant un accrochage particulièrement intense, où j'ai compris que le combat peut devenir une forme d'addiction. L'adrénaline me traversait avec une clarté qui balayait toutes mes pensées personnelles. J'avais toujours pensé être trop lucide et trop rationnel pour tomber dans ce genre de dérive. Pourtant, je sentais que je glissais. Il m'est même arrivé de ressentir une sorte de manque lorsque les jours passaient sans incident. C'est une pensée dont j'ai honte, mais elle fait partie de la vérité. Parfois, en repensant à tout cela, j'aimerais simplement être celui que j'étais avant. Pas un héros. Pas un soldat marqué. Juste un homme capable de dormir paisiblement et de regarder son fils courir dans le jardin sans craindre une explosion imaginaire. C'est l'un des aspects les plus effrayants du déploiement que je connaisse. Ce n'est pas seulement la guerre qui te change. C'est la manière dont elle t'accompagne ensuite, même quand tu crois l'avoir laissée derrière toi. J'ai vu quelqu'un de chez nous encaisser des tirs de sniper pendant 3 heures. Il était coincé dans un petit cratère, un trou minuscule à peine assez large pour son corps. Impossible pour lui de ramper, de rouler de côté ou même de lever la tête sans risquer de se faire percer le crâne. Il restait allongé sur le dos, les yeux fixés sur le ciel, incapable de faire autre chose qu'attendre. Et moi, j'avais une vue parfaite sur le tireur embusqué. Je savais exactement d'où chaque tir venait, je pouvais presque sentir le rythme avec lequel il respirait. Pourtant, je n'avais pas le droit d'intervenir. C'était la sensation la plus impuissante du monde. Le temps avançait comme un animal blessé. Chaque minute se traînait avec un poids impossible. Le soleil montait puis redescendait lentement et pourtant rien ne changeait. Le sol était si silencieux autour de nous que chaque tir sonnait comme un marteau frappant une cloche. Je pouvais entendre les impacts dans la terre autour du cratère, parfois à quelques centimètres du visage de mon camarade. À un moment, il a levé légèrement la main, juste assez pour signaler qu'il était encore vivant, puis il l'a laissé retomber contre son torse tremblant. Je me suis mis à guetter le moindre signe de faiblesse chez le sniper. Un mouvement. Une hésitation. Une erreur. Quelque chose qui me permettrait de faire feu sans enfreindre les ordres. Mais il restait patient et méthodique. Chaque tir était calculé pour garder mon camarade immobile, comme si le tireur prenait un plaisir glacial à prolonger ce supplice. Autour de nous, les communications s'échangeaient sans cesse. Certains demandaient l'autorisation d'exfiltrer le blessé. D'autres débattaient de la position exacte du tireur. Personne n'obtenait ce qu'il fallait. À un moment,
un des nôtres a fermé les yeux et a murmuré quelque chose comme une prière, peut-être pour le blessé, peut-être pour lui-même. Je me souviens surtout du silence qui suivait chaque rafale, un silence si lourd qu'il ressemblait à une punition. Mon camarade, lui, continuait de regarder le ciel. Parfois son torse se soulevait trop vite, signe que la panique le gagnait. Parfois il restait totalement immobile, comme s'il essayait d'être moins vivant pour survivre encore quelques minutes. J'ai fini par lui parler doucement, même si je n'étais pas sûr qu'il m'entendait. Je lui ai raconté n'importe quoi. Le goût du café du matin. Le bruit du vent à la maison. Le rire de mon fils. Je voulais juste qu'il reste accroché à quelque chose. Quand l'équipe d'intervention a enfin reçu l'autorisation de bouger, 3 heures s'étaient écoulées mais j'aurais juré qu'il s'agissait d'une journée entière. Ils l'ont sorti du cratère comme on récupère quelque chose de fragile qui peut se briser à tout moment. Ses yeux cherchaient encore le ciel comme s'il s'y était collé. Je n'oublierai jamais cette impression d'être paralysé par les règles alors que quelqu'un dont tu es responsable lutte juste pour continuer à respirer. Certaines scènes de guerre ne te frappent pas parce qu'elles sont violentes mais parce qu'elles t'arrachent tout ce qui en toi croit encore pouvoir protéger quelqu'un. Je suis contrôleur aérien dans les marines. Une nuit, vers 2 heures du matin, je travaillais seul dans la tour de contrôle. Il n'y avait presque aucun trafic à cette heure-là et l'airfield semblait plongé dans un silence épais. Les lumières de piste clignotaient faiblement dans l'obscurité et le bourdonnement des équipements était le seul son constant autour de moi. Un avion de chasse s'est annoncé en approche. Je l'ai autorisé à se poser et il a poursuivi sa descente vers la piste. Jusqu'ici tout était normal, une routine presque mécanique comme celle que j'avais déjà vécue des centaines de fois. Mais juste avant que ses roues ne touchent le sol, sa voix a éclaté dans ma radio. Elle tremblait. Il disait qu'une femme se tenait au milieu de la piste et qu'il remettait les gaz immédiatement. À l'intonation de sa voix, j'ai compris qu'il ne plaisantait pas et qu'il avait vraiment cru voir quelqu'un. J'ai appelé les opérations de l'aérodrome pour qu'ils sortent vérifier. Ils ont envoyé des véhicules de patrouille parcourir toute la zone, projecteurs balayant chaque centimètre de bitume et les abords de la piste. Au début je m'attendais presque à ce qu'ils confirment la présence de quelqu'un, peut-être une civile qui se serait perdue, peut-être une nouvelle recrue voulant attirer l'attention, mais rien. 30 minutes de recherche minutieuse et il n'y avait absolument personne nulle part. Pas une empreinte, pas le moindre signe de passage. Beaucoup de choses étranges se sont passées dans cette tour au fil des nuits. Parfois l'ascenseur se mettait en marche alors que personne ne l'avait utilisé depuis des heures. D'autres fois une porte se refermait brusquement derrière moi alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Il m'est même arrivé d'entendre des cris étouffés qui semblaient venir de l'escalier en colimaçon. Travailler les quarts de nuit là-haut pouvait être terrifiant, surtout quand la fatigue rendait chaque bruit plus brut que nature. Je sais qu'une partie de ces phénomènes venait sûrement d'autres marines qui adoraient faire des blagues stupides. Ils se faufilaient parfois dans le bâtiment juste pour faire sursauter le prochain à prendre son quart. Mais ce pilote qui a affirmé avoir vu une femme droit devant lui, en plein milieu de la piste, reste l'un des incidents les plus troublants que j'ai connus. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune envie d'exagérer ou d'inventer. Il l'avait vu. Il en était convaincu. Malade, vif, inhumain. Une saleté si profonde qu'elle donne l'impression que l'existence de n'importe quel dieu est une impossibilité absolue. Tu avances tranquillement, perdu dans tes pensées. Le Kevlar claque contre la paroi du 1V à chaque chaos de la route. Tu es épuisé après des heures de recherche pour déceler une activité suspecte. Le soleil tape sur la tôle et l'habitacle sent la poussière et la sueur. Les conversations se sont éteintes depuis longtemps, remplacées par ce silence lourd qui n'annonce jamais rien de bon. Puis tout disparaît. Un blanc. Puis le sifflement aigu dans tes oreilles. Tu sens le sol sous toi mais tu ne sais plus comment tu es arrivé là. Le souffle de l'explosion t'a projeté hors du véhicule comme une poupée jetée dans un coin. Ton fusil est toujours accroché à toi. Tes mains tremblent,
Pourtant ton doigt trouve la détente et tu tires à travers les vagues de poussière rouge autour de la carcasse déchiquetée du 1V. Tu tires sur des silhouettes imaginaires parce que ton cerveau refuse encore de croire que quelque chose d'aussi brutal peut surgir d'un instant aussi banal. La poussière se mêle au sang qui coule de ton front jusque dans tes yeux et tout semble baigné d'une lueur rouge. C'est comme regarder le monde depuis l'intérieur d'une blessure. Le convoi essaie de reprendre le contrôle. Les véhicules se déplacent, moteurs hurlant, pour former un périmètre autour de ce qu'il reste du premier impact. Des silhouettes courent, certaines tombent à genoux pour se couvrir, d'autres cherchent d'où pourrait venir une deuxième attaque. Les radios crépitent d'ordres qui se mélangent dans un chaos incompréhensible. Tu te tournes et vois ton ami. Il parvient à sortir de l'épave en titubant. Sa main s'accroche à la tôle brûlante comme si elle pouvait encore le retenir dans le monde des vivants. Ses entrailles pendent de son abdomen déchiré. Il baisse les yeux comme s'il découvrait son propre corps pour la première fois. Il tombe à genoux et ses yeux se révulsent lorsqu'il entre en état de choc. Ses jambes s'agitent dans des convulsions violentes qui font voler la poussière autour de lui. Au-dessus de vous, le mitrailleur coincé dans sa tourelle s'est effondré mais son gilet est resté accroché à la détente de la 50. La lourde mitrailleuse déverse un torrent de douille brûlante dans tous les sens, cognant contre la tôle, ricochant sur le sol, rebondissant sur les casques des hommes qui tentent d'aider. Chaque tir ajoute une couche de folie à une scène déjà trop irréelle pour être comprise. L'odeur se mélange aussi. La poudre brûlée. Le métal chauffé. Le sang frais. La terre soulevée. Tu te surprends à ne plus respirer parce que ton corps refuse de laisser cette odeur entrer en toi. Et pendant une seconde qui paraît durer une vie entière, tu comprends que la guerre n'a jamais eu besoin d'être humaine pour exister. Elle se nourrit justement de ce qui dépasse l'entendement. Elle dévore tout ce qui ressemble de près ou de loin à un être humain et elle ne rend jamais rien intact. Tu restes là au milieu des cris, serrant ton fusil comme si c'était la seule chose qui pouvait encore garder le monde en place. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.